Il existe des noms qui, à eux seuls, suffisent à faire naître des rêves. Tombouctou en est un. Pendant des siècles, en Europe, on murmurait son nom comme celui d'une cité fabuleuse, tapissée d'or, perdue au cœur d'un désert infranchissable. Certains doutaient même qu'elle existât vraiment. Et pourtant, Tombouctou est bien réelle. Née aux portes du Sahara, elle fut jadis un carrefour du monde, un lieu où se croisaient marchands, savants et caravanes chargées de sel et d'or. Aujourd'hui encore, son nom évoque le mystère, l'éloignement, l'inaccessible. Mais derrière la légende se cache une histoire tout aussi extraordinaire, celle d'une ville qui fut, à son apogée, l'un des plus grands foyers intellectuels de l'Afrique. Alors, remontons le temps. Partons à la découverte de la véritable Tombouctou, entre sable, savoir et mémoire. Pour comprendre Tombouctou, il faut d'abord la situer. La ville se trouve au Mali, dans une région où le Sahara commence à céder du terrain à des terres plus clémentes. Elle repose à quelques kilomètres seulement du fleuve Niger, ce géant d'eau qui traverse l'Afrique de l'Ouest et qui, ici, forme une sorte de boucle providentielle. Cette proximité n'est pas un hasard. Le fleuve permettait d'acheminer des marchandises vers le sud, tandis que le désert, juste au nord, ouvrait la voie aux caravanes venues du Maghreb. Tombouctou se trouvait ainsi à la jonction de deux mondes, celui de l'eau et celui du sable, celui de l'Afrique subsaharienne et celui de la Méditerranée. Cette position, à la fois exposée et stratégique, allait faire d'elle un point de passage incontournable pour tous ceux qui voulaient traverser le Sahara ou en revenir. L'histoire de Tombouctou ne commence pas par des palais ni des mosquées, mais par un simple point d'eau. Au XIIe siècle, des nomades touaregs installaient là leur campement saisonnier, profitant d'un puits fiable pour abreuver leurs troupeaux avant de repartir vers le désert. Peu à peu, ce lieu de passage devint un lieu de rencontre. Des marchands venus du sud y apportaient leurs marchandises, tandis que des caravaniers du nord s'y arrêtaient pour se ravitailler. Le campement grandit, se structura, attira des habitants permanents. Ce qui n'était qu'une halte pour bergers devint progressivement un carrefour commercial, puis une véritable ville. On raconte que le nom même de Tombouctou viendrait d'une femme touareg chargée de veiller sur ce point d'eau en l'absence des nomades. Une légende modeste, à l'image des débuts humbles d'une cité qui allait pourtant marquer l'histoire de l'Afrique. Ce qui fit basculer Tombouctou de simple étape à cité prospère, c'est le commerce. Deux ressources en particulier allaient faire sa fortune, l'or, extrait des mines du sud, et le sel, récolté dans les mines sahariennes du nord, notamment à Tagaza. Les caravanes descendaient chargées de blocs de sel, précieux comme de l'or dans certaines régions, et remontaient vers le Maghreb avec de l'or, de l'ivoire et des esclaves. Tombouctou devint le point de bascule obligé de ce commerce transsaharien, le lieu où l'on échangeait, pesait, négociait. Les marchands d'Afrique du Nord, arabes et berbères, s'y installèrent aux côtés des commerçants venus du Soudan occidental. La ville prospéra rapidement, attirant richesse et population. En quelques générations, ce qui n'était qu'un point d'eau devint un marché incontournable, un lieu où circulaient non seulement des biens, mais aussi des idées, des langues et des savoirs. Au XIVe siècle, Tombouctou entre dans une nouvelle ère, celle de l'Empire du Mali. Sous l'autorité de ce puissant royaume, dont la richesse et l'étendue impressionnaient déjà les voyageurs de l'époque, la ville connaît un essor spectaculaire. Le souverain Kankou Moussa, dont le pèlerinage à la Mecque reste légendaire par sa démesure, aurait contribué à renforcer l'importance de Tombouctou en y faisant construire des édifices marquants. Intégrée à ce vaste ensemble politique, la ville profite d'une stabilité nouvelle qui favorise le commerce et attire marchands, artisans et hommes de savoir. Les richesses affluent, les échanges se multiplient, et Tombouctou commence à rayonner bien au-delà de sa région. Ce n'est encore qu'un prélude, la ville n'a pas atteint son apogée. Mais sous le Mali, elle pose les fondations de ce qui deviendra bientôt l'un des plus grands centres intellectuels et commerciaux de l'Afrique de l'Ouest. Au XVe siècle, l'Empire Songhai absorbe Tombouctou et la propulse vers des sommets encore inégalés. Sous le règne d'Askia Mohamed, la cité devient le cœur battant d'un empire immense, s'étendant du Niger jusqu'aux confins du Sahara. Ce souverain visionnaire, revenu d'un pèlerinage à la Mecque, structure l'administration, encourage le commerce et fait de Tombouctou une capitale du savoir autant que du pouvoir. Les caravanes affluent, chargées d'or, de sel et de manuscrits précieux. Les mosquées s'agrandissent, les écoles se multiplient. La ville rayonne désormais bien au-delà de l'Afrique de l'Ouest, attirant marchands, érudits et diplomates. C'est l'âge d'or absolu,
Tombouctou n'est plus seulement un carrefour économique, elle devient un symbole de puissance, de foi et d'intelligence, gravé pour toujours dans la mémoire du continent. On la surnomme la ville des 333 saints, un titre empreint de mystère et de dévotion. Ce chiffre symbolique évoque les nombreux érudits, imams et mystiques soufis qui ont vécu, prié et enseigné à Tombouctou au fil des siècles. Leurs tombeaux, disséminés dans la ville, deviennent des lieux de pèlerinage où se mêlent respect religieux et mémoire collective. L'islam soufi, empreint de spiritualité et de tolérance, façonne profondément l'identité locale. Ces saints ne sont pas de simples figures religieuses, ils incarnent la sagesse, la générosité et le lien sacré entre le peuple et le divin. Encore aujourd'hui, leur mausolée rappelle que Tombouctou fut bien plus qu'un centre commercial, une terre de foi, où la spiritualité irrigue chaque ruelle, chaque pierre, chaque silence du désert environnant. Au cœur de ce foisonnement spirituel s'élève un lieu unique, l'université de Sankoré. Bien avant les grandes institutions académiques occidentales, elle rassemble des milliers d'étudiants venus de tout le monde musulman. Ici, on enseigne le droit, la théologie, l'astronomie, la médecine, la logique. Les professeurs, respectés comme de véritables sages, transmettent un savoir rigoureux, structuré, souvent consigné à l'écrit. Ce n'est pas un simple lieu de culte, mais un véritable foyer intellectuel, comparable aux plus grandes écoles de son époque. Les étudiants y séjournent parfois des années, financés par des bourses ou le mécénat de riches marchands. Sankoré incarne à elle seule la vocation profonde de Tombouctou, conjuguer commerce et savoir, foi et raison, dans un désert devenu, contre toute attente, un sanctuaire du savoir universel. De cette effervescence intellectuelle naît un trésor inestimable, les manuscrits de Tombouctou. On en compte aujourd'hui plusieurs centaines de milliers, rédigés en arabe ou en langue locale, couvrant des domaines aussi variés que l'astronomie, le droit islamique, la médecine ou la poésie. Certains remontent au XIIe siècle, écrits sur du papier importé, du parchemin ou des potanés. Conservés dans des familles, des bibliothèques privées ou des institutions religieuses, ces textes témoignent d'une tradition savante trop souvent oubliée par l'histoire occidentale. Ils révèlent une Afrique lettrée, rigoureuse, ouverte sur le monde, en dialogue constant avec les civilisations voisines. Aujourd'hui encore, chercheurs et historiens continuent de les étudier, dévoilant peu à peu l'ampleur d'un patrimoine intellectuel resté longtemps méconnu, mais dont la valeur dépasse largement les frontières du Mali. Symbole architectural de cette grandeur passée, la mosquée Djingarébé se dresse fièrement depuis le XIVe siècle. Commandée par l'empereur Kankan Moussa au retour de son pèlerinage à la Mecque, elle incarne l'alliance entre foi islamique et savoir-faire local. Construite en banco, un mélange de terre crue et de paille, elle illustre l'architecture soudano-sahélienne, adaptée aux rigueurs du climat désertique. Ses murs massifs, ses piliers de bois apparents et ses tours effilées lui donnent une silhouette organique, presque sculptée par le sable lui-même. Depuis des siècles, la communauté locale entretient ce joyau avec dévotion, renouvelant régulièrement son enduit protecteur. Plus qu'un simple lieu de culte, Djingarébé demeure un témoignage vivant du génie architectural africain, où la terre, façonnée par la main de l'homme, résiste avec grâce à l'épreuve du temps. Non loin de Djingarébé se dressent Sidi Yahia et Sankoré, deux autres joyaux de terre qui complètent la trilogie sacrée de Tombouctou. Sidi Yahia, plus modeste dans ses proportions, séduit par l'harmonie discrète de ses murs ocre et la légende de son saint fondateur. Sankoré, quant à elle, jouxtait autrefois la célèbre université, et son minaret pyramidal semble encore veiller sur les savants disparus. Ces édifices, comme leur aîné, sont construits en banco, ce mélange de terre et de paille façonné par des générations de maçons. Mais leur survie tient à un rituel bien vivant, le crépissage annuel. Chaque année, avant la saison des pluies, la communauté tout entière se rassemble pour recouvrir les façades d'une nouvelle couche d'enduit. Hommes, femmes et enfants participent, dans une fête populaire où l'entretien du patrimoine devient acte de cohésion sociale. Ainsi, ces mosquées ne sont pas figées dans le passé, elles respirent, année après année, grâce aux mains de ceux qui les habitent encore. Si l'architecture de Tombouctou fascine autant, c'est qu'elle est le fruit d'un dialogue millénaire avec le désert. Point de pierre ici, ni de bois massif, les bâtisseurs ont composé avec ce que le Sahara leur offrait. Le banco, cette terre argileuse mêlée à de la paille et de l'eau, forme l'ossature des murs, épais pour mieux isoler de la chaleur écrasante du jour et retenir sa fraîcheur la nuit venue. Des rondins de bois, souvent en palmier ou en acacia,
traversent les façades et servent à la fois de charpente et d'échafaudage permanent pour l'entretien futur. Ces poutres saillantes, typiques du style soudano-sahélien, ne sont pas de simples ornements, elles témoignent d'une ingéniosité pratique, pensée pour durer malgré l'aridité et les rares mais violentes pluies. Chaque détail, des murs arrondis au toit en terrasse, répond à une logique climatique précise. Ici, l'architecture n'impose rien à la nature, elle s'y adapte, avec une élégance sobre et fonctionnelle, façonnée par des siècles d'observation du désert. Pendant des siècles, Tombouctou demeura inaccessible aux regards européens, nourrissant fantasmes et récits merveilleux. On la disait pavée d'or, gardée par des mystères impénétrables. C'est en 1828 que le Français René Caillé parvient enfin à y pénétrer, déguisé en marchand musulman, après un périple harassant à travers le Sahara. Sa description, empreinte de déception face à une cité plus modeste qu'imaginée, contraste pourtant avec l'aura mythique qu'elle continuait d'incarner en Occident. D'autres voyageurs, comme l'Écossais Gordon Lynn quelques années plus tôt, payèrent de leur vie cette quête vers la ville interdite. Ces récits, parfois exagérés, parfois lucides, façonnèrent durablement l'imaginaire européen. Tombouctou devint synonyme d'un lieu à la fois lointain et presque inaccessible, symbole ultime de l'exotisme et du mystère africain. Cette réputation, construite autant sur des faits que sur des légendes, contribua paradoxalement à inscrire son nom dans la mémoire collective mondiale, bien au-delà des frontières du Mali. Mais la gloire de Tombouctou n'était pas éternelle. Dès le XVIe siècle, plusieurs facteurs convergent pour affaiblir la cité prospère. L'essor du commerce maritime européen, notamment portugais, détourne progressivement les routes de l'or et des épices vers les côtes atlantiques, contournant les caravanes transsahariennes qui avaient fait la fortune de la ville. Puis survient un coup fatal, en 1591, l'armée marocaine, équipée d'armes à feu, envahit et pille Tombouctou, mettant fin à la souveraineté de l'Empire songhai sur la région. Cette invasion désorganise durablement l'administration locale et disperse une partie de l'élite savante. S'ensuivent des décennies d'instabilité politique, marquées par des rivalités entre pouvoirs locaux et une insécurité croissante sur les routes commerciales. Peu à peu, la cité perd son rayonnement économique et intellectuel d'antan. Ce déclin progressif, loin d'être brutal, s'étend sur plusieurs siècles, transformant l'ancienne capitale du savoir en une ville plus modeste, mais qui conservera malgré tout, intacte, la mémoire de sa grandeur passée. En 1893, Tombouctou tombe sous administration française, intégrée à l'immense territoire du Soudan français. La colonisation bouleverse l'organisation politique traditionnelle, les autorités locales perdent leur autonomie au profit d'une administration centralisée, pensée depuis Paris et Dakar. Sur le plan économique, la ville, déjà affaiblie, ne retrouve pas son rôle de carrefour commercial. Les nouvelles infrastructures coloniales privilégient d'autres axes, notamment vers le fleuve Sénégal et les ports atlantiques. Paradoxalement, cette période voit aussi naître un regain d'intérêt occidental pour le passé prestigieux de la cité. Des chercheurs et administrateurs français s'intéressent aux manuscrits, aux mosquées, à l'histoire de l'Empire songhai, contribuant à documenter ce patrimoine tout en l'inscrivant dans une vision parfois teintée d'exotisme colonial. Tombouctou devient ainsi un objet d'étude autant qu'un symbole, oscillant entre curiosité savante et instrumentalisation politique. Cette ambivalence coloniale laissera des traces durables, autant dans la mémoire locale que dans la perception que le monde continuera longtemps de porter sur la ville. En 1960, le Mali accède à l'indépendance, et Tombouctou entame une nouvelle page de son histoire. Loin des routes commerciales qui firent jadis sa gloire, la ville doit désormais réinventer sa place dans un pays en construction. Les autorités maliennes, conscientes de la valeur inestimable de ce patrimoine, commencent à s'intéresser à la préservation des manuscrits et des monuments anciens. Des institutions locales voient le jour, dont l'Institut des hautes études et de recherches islamiques, chargé de collecter et protéger les précieux documents dispersés dans les familles. Peu à peu, Tombouctou redevient un symbole national, un lieu où l'on puise fierté et identité. Mais le désert avance, l'isolement persiste, et les moyens manquent cruellement. Malgré tout, une renaissance culturelle s'amorce, portée par des chercheurs, des érudits et des habitants déterminés à faire vivre la mémoire de leurs ancêtres, refusant que l'oubli n'efface ce que des siècles avaient patiemment bâti. En 1988, un tournant décisif survient, l'UNESCO inscrit Tombouctou au patrimoine mondial de l'humanité. Ses 3 grandes mosquées de terre, Djingarébé, Sankoré et Sidi Yaya, ainsi que ses 16 mausolées, sont désormais reconnus comme des trésors universels à protéger.
Cette consécration internationale offre à la ville une visibilité nouvelle, attirant chercheurs, touristes et financements pour la conservation. Mais elle révèle aussi la fragilité du site, l'érosion, le manque d'entretien et la désertification menacent en permanence ces constructions ancestrales en banco. L'UNESCO classera même Tombouctou en péril à plusieurs reprises, tant les défis sont grands. Pourtant, cette reconnaissance mondiale marque un tournant symbolique fort. Elle rappelle que cette cité sahélienne, longtemps perçue comme lointaine et mystérieuse, appartient en réalité à l'héritage commun de l'humanité tout entière, et que sa préservation dépasse largement les frontières du Mali. En 2012, l'histoire bascule brutalement. Des groupes armés djihadistes s'emparent du nord du Mali et prennent le contrôle de Tombouctou. Pendant plusieurs mois, la ville vit sous une occupation d'une extrême violence, où les lois locales sont remplacées par une interprétation radicale de la charia. Les occupants s'attaquent alors directement au patrimoine séculaire de la cité, jugé contraire à leur idéologie. Plusieurs mausolées de saints soufis, vénérés depuis des siècles, sont détruits à coups de pioche et de pelle, sous le regard impuissant des habitants. Les manuscrits anciens, symboles du savoir accumulé au fil des générations, sont eux aussi directement menacés, certains étant même brûlés. Le monde assiste, choqué, à la destruction méthodique d'un héritage exceptionnel. Cette période sombre restera gravée comme l'une des attaques les plus graves jamais portées contre le patrimoine culturel africain, suscitant une indignation internationale unanime. Face à cette menace, une réponse silencieuse et courageuse s'organise. Des bibliothécaires, des familles gardiennes de manuscrits depuis des générations, décident de sauver ce qui peut encore l'être. Dans le plus grand secret, des centaines de milliers de documents anciens sont dissimulés dans des sacs de riz, des malles ou de simples tissus, puis évacués clandestinement de la ville. Le voyage est long et périlleux, il faut traverser des zones contrôlées par les groupes armés, éviter les checkpoints, transporter ces trésors fragiles jusqu'à Bamako, la capitale, à plus de 1000 kilomètres. Des figures comme Abdelkader Haïdara, bibliothécaire passionné, deviennent les artisans discrets de ce sauvetage exceptionnel. Grâce à cette mobilisation collective, la grande majorité des manuscrits échappent à la destruction. Cette opération, aujourd'hui reconnue mondialement, illustre la détermination d'un peuple à protéger coûte que coûte la mémoire de ses ancêtres. Une fois la ville libérée en 2013, un immense chantier de reconstruction s'engage. L'UNESCO, en collaboration avec les autorités maliennes et surtout avec les maçons locaux, entreprend de restaurer les mausolées détruits. Ce travail suit scrupuleusement les techniques ancestrales. Le banco, mélange de terre et de paille, est façonné à la main, exactement comme le faisaient les bâtisseurs d'autrefois. Les corporations de maçons, dépositaires d'un savoir-faire transmis depuis des générations, jouent un rôle central dans cette renaissance architecturale. Peu à peu, les mausolées retrouvent leur forme originelle, symbole tangible de la résilience d'une communauté meurtrie mais debout. Cette reconstruction dépasse la simple restauration matérielle, elle représente un acte de réappropriation culturelle, une manière pour les habitants de Tombouctou d'affirmer que leur histoire, malgré les tentatives d'effacement, continuera de traverser le temps et les générations futures. Aujourd'hui, Tombouctou vit au rythme d'un quotidien partagé entre mémoire et prudence. Dans les ruelles de sable ocre, les habitants vaquent à leurs occupations sous un soleil implacable, entre marchés animés, écoles coraniques et maisons de terre séculaires. La présence de groupes armés dans la région a considérablement restreint les déplacements et fragilisé l'économie locale, poussant de nombreux jeunes à l'exode. Pourtant, malgré l'insécurité persistante et les difficultés d'accès aux soins ou à l'éducation, les Tombouctiens cultivent un attachement profond à leur ville. On y perçoit une fierté tranquille, celle de descendre des gardiens d'un savoir millénaire. Les anciens racontent encore les heures glorieuses de la cité aux plus jeunes, perpétuant ainsi une mémoire collective vivace. Ici, chaque geste du quotidien, aussi modeste soit-il, semble porter en lui l'écho d'un passé prestigieux qui refuse de s'effacer. Au-delà des pierres et des manuscrits, c'est dans les gestes du quotidien que Tombouctou perpétue son âme. Les artisans y travaillent le cuir, le bois et surtout l'argent, façonnant les célèbres bijoux touareg, croix d'Agadé et parures ornées de motifs géométriques transmis de génération en génération. Le tissage occupe également une place essentielle, avec ses tissus indigos qui rappellent les caravanes du désert. Mais c'est peut-être dans la musique et la parole que la culture locale s'exprime avec le plus d'intensité. Griots et conteurs perpétuent une tradition orale ancienne, mêlant chants, poésie et récits historiques lors de veillées communautaires.
Ces performances, souvent accompagnées de instruments traditionnels comme le luth touareg, ne sont pas de simples divertissements, elles sont de véritables archives vivantes, où se transmettent valeurs, légendes et souvenirs d'un peuple façonné par le désert et son histoire séculaire. Le tourisme, autrefois moteur économique de Tombouctou, reste aujourd'hui suspendu à un fragile équilibre. Dans les années 1990 et 2000, la cité attirait chaque année des voyageurs venus du monde entier, fascinés par son mythe et son patrimoine classé à l'UNESCO. Mais depuis la crise sécuritaire des années 2010, les visites se sont drastiquement réduites, freinées par les risques d'enlèvement et les zones d'instabilité persistantes. Malgré ce contexte difficile, des initiatives locales et internationales tentent de maintenir un lien avec les visiteurs potentiels, programmes de sensibilisation, valorisation numérique des manuscrits, projets culturels soutenus par des organisations engagées dans la préservation du site. Certains guides et habitants continuent d'espérer un retour progressif des voyageurs, convaincus que la beauté et la richesse historique de Tombouctou méritent d'être à nouveau partagées. Ce tourisme en veille demeure ainsi un symbole d'espoir, celui d'une renaissance possible pour la cité mythique. De ses origines de simple campement nomade à son rayonnement intellectuel sous les empires du Mali et Songhai, Tombouctou incarne une page essentielle de l'histoire africaine. Ville du savoir, des 1000 manuscrits et des 333 saints, elle a traversé les siècles en résistant aux invasions, aux tentatives de destruction et à l'oubli. Aujourd'hui encore, malgré les défis sécuritaires et économiques, ses habitants portent fièrement cet héritage, refusant de laisser s'éteindre la flamme d'une civilisation qui a illuminé le désert. Tombouctou n'est pas seulement une cité du passé, elle demeure un symbole vivant de la richesse culturelle africaine, un rappel puissant que le savoir et la résilience peuvent triompher du temps. Préserver cette mémoire, c'est préserver une part essentielle de l'humanité tout entière. Puisse Tombouctou continuer, pour les générations futures, à raconter l'histoire d'une Afrique brillante, savante et éternelle.